Bon, alors on va continuer la série 2. Donc on avait fait l'exercice 1. Alors donc exercice 2. Vous m'entendez? Oui, madame. Alors dans l'exercice 2, on vous dit un système quantique est décrit par l'opérateur H qui est égal à D2 sur DX2 moins 4X2. Donc on sait maintenant que les systèmes quantiques sont étudiés en faisant la résolution de l'équation de Schrödinger H psi égale E psi. Et la résolution nous donne E et psi, c'est-à-dire la fonction d'onde et l'énergie qui lui est associée. La fonction et son énergie. Madame, pardon. Oui. Oh, on voit le fond d'écran de votre téléphone. Ah, pardon. Alors, attendez. Oui, parce que là... Comme ça va. Alors, donc on vous dit, c'est un système quantique qui est décrit par l'opérateur H, c'est-à-dire ça, on vous dit ni quel système, ni quoi que ce soit. On vous dit juste que son opérateur H est égal D2 sur DX2 moins 4X2. Voilà son H. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il représente ce système. Mais on sait que chaque système quantique est décrit par un opérateur H, qu'on appelle opérateur hamiltonien, qui est l'opérateur associé à l'énergie totale du système. Dans le cas de cet exercice, l'opérateur, voici son expression. Dérivée seconde par rapport à x et moins 4x2. Donc, à quoi est égal h appliqué à une fonction? N'importe quelle fonction sera égale à d2 de f sur dx2 moins 4x2 fois f. Donc, on met n'importe quelle fonction ici, voilà ce que ça donne. Alors, ce système-là, on vous dit, montrer que f de x égale ax exponentielle moins x2 est une fonction propre de h et déterminer la valeur propre associée. Donc, f de x égale ax exponentielle moins x2. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fonction propre? Oui. Qu'est-ce que c'est? Une fonction qui a une valeur propre. Lorsqu'on lui applique un opérateur. Comment? Répétez, j'ai pas entendu. Lorsqu'on applique un opérateur à une fonction, on Oui. trouve une constante fois la fonction. Voilà. Si lorsqu'on applique l'opérateur à la fonction, si on trouve que c'est égal à une constante fois la fonction, on dit que la fonction est fonction propre. C'est-à-dire que l'opérateur ne modifie pas la fonction. Parce que par définition, un opérateur, c'est une application qui transforme une fonction en une autre fonction. Obligatoirement, l'opérateur transforme la fonction f en une fonction g. Mais il se trouve que des fois, la fonction, quand l'opérateur appliqué à la fonction ne change pas. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est propre, comme si elle était propre dans le sens où elle n'a pas été touchée par l'opérateur. Sauf qu'elle est multipliée par un scalaire. Un scalaire, un réel, bien sûr. Il faut que ce soit un réel. Donc, si h appliqué à f
égale à une constante fois f. Ça, c'est une constante réelle. On dit alors que f est fonction propre. F est fonction propre. F est fonction propre de h associée à la valeur propre petit a. D'accord? Donc, lorsqu'on applique un opérateur, h à une fonction f, si on trouve que c'est égal à une constante que multiplie la même fonction f qui n'a pas changé, on dit alors que la fonction f est fonction propre de h associée à la valeur propre petit a. Donc ici, on nous demande, est-ce de vérifier que cette fonction-là, elle est fonction propre de ça, de cet opérateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la fonction h, plutôt l'opérateur h à la fonction f. Si on trouve une constante fois f, c'est une fonction propre. Sinon, ce n'est pas une fonction propre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, donc, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait le calcul? Personne ne l'a fait. Parmi Oui, les madame. Hein? Comment? Vous l'avez fait? Dites-moi combien vous avez trouvé. Est-ce que, bon, parce qu'on vous dit vérifier, donc normalement on trouve que c'est là, c'est une fonction propre. Combien vous trouvez pour la valeur propre? Moins 6. Moins 6. Attendez. Qui c'est qui a dit là, moins 6? Moi, madame. Au Bouzard, c'est ça? Oui. C'est correct. C'est correct. Moins 6, c'est correct. Alors, donc c'est simple, hein, il suffit de remplacer, d'appliquer l'opérateur h à la fonction f. Donc h appliqué à f, on a dit, c'est d2 de f sur dx2 moins 4 x2 que multiplie f. Donc on applique, donc la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de la dérivée. Alors ici, c'est moins 4x2. Il n'y a pas de dérivée, il n'y a rien, il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas donc moins 4x2 lorsqu'on l'applique à f, c'est moins 4x2 fois f. Ça, vous le savez. Quand il n'y a rien. C'est juste un produit. D'accord? Donc, ici, on dérive. Donc, on dérive la fonction ax exponentielle moins x2. On peut le faire en même temps ou alors on peut le faire à côté. Hein. Donc, d sur dx de f est égal. On dérive ax exponentielle moins x2. C'est la dérivée d'un produit. Donc, la dérivée de ax fois exponentielle, plus la dérivée de l'exponentielle fois ax. Donc, a que multiplie exponentielle moins x2, plus la dérivée de ça fois ça. Plus, donc la dérivée d'exponentielle moins x2, c'est ax pour moins x carré. moins 2x exponentielle moins x2 que multiplié à x. C'est ça? Alors, ça nous fait, on peut mettre a en facteur. Que multiplie 1
moins 2 x2 exponentielle moins x2. Est-ce que c'est correct ça? Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, ce sont des dérivés, rien de spécial. Hein. Alors ensuite, ça c'est dérivée première. La dérivée seconde, d2 de f sur dx2, c'est la dérivée de tout ça. Donc a c'est une constante. La dérivée de ça, la dérivée de ce polynôme-là, c'est moins 4x exponentielle, plus la dérivée d'exponentielle fois ça, donc plus 1 moins 2x2 exponentielle moins x2. Et on ferme la parenthèse. C'est égal à 1 que multiplie. Alors, moins 4x. Non, j'ai oublié de multiplier ici par la dérivée de moins 2x2. C'est moins 2x. D'accord? J'avais oublié d'écrire le moins 2x. Voilà. Donc, ça fait moins 4x. Moins 2x que multiplie 1 moins 2x2 exponentielle moins x2. Égal. Alors, 4x2 moins 2x moins 6x exponentielle moins x2. Ça, c'est la dérivée seconde. On remplace donc ici. Donc, on a dérivé 2 fois. Oui, donc ce n'est pas la peine de remplacer. On écrit directement. Égal à A. Je multiplie 4x2 moins 6x exponentielle de moins x2. Moins 4x2 fois f. Donc, moins 4x2 fois f. Et f, c'est ax exponentielle moins x2. Donc, ça me donne 4a x2 4a x2 moins exponentielle moins x2 moins 6 ax exponentielle moins x2 x3 ici. Hein. C'est x3. C'est un x3 ici. Parce que 2x fois 2x au carré, ça fait moins 4x3. Voilà, moins 6x exponentielle moins x2 moins 4x2 fois a x exponentielle moins x2. C'est des choses que vous savez faire, hein, c'est juste de vérifier. Donc 4ax3 moins 4ax3 exponentielle. Donc ici, ça s'élimine. Il me reste moins 6ax exponentielle moins x2, c'est-à-dire moins 6f. Donc on voit bien que ici, quand on a appliqué h à f, on a obtenu un scalaire, un réel qui multiplie f. Donc effectivement, f, fonction propre de h, associée à la valeur propre, petit a égale moins 6. Est-ce que c'est clair? Ça, je pense que tout le monde a fait. Hein? Comment? Vous avez suivi? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc, à chaque fois qu'on vous demande de vérifier qu'une fonction est fonction propre d'un opérateur, il faut appliquer l'opérateur à cette fonction et trouver que c'est égal à une constante que multiplie la fonction. Et la fonction ne doit pas changer. D'accord? Elle doit rester la même.
Voilà. Donc, la valeur propre associée, c'est moins 6. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Établir l'expression de l'opérateur Tx associé à l'énergie cinétique d'une particule de masse m qui se déplace sur un axe OX pour étudier sa linéarité, et puis étudier sa linéarité et son herméticité. Donc, ici, on vous dit c'est une particule qui se déplace sur l'axe OX. Donc, ça veut dire qu'on travaille à combien de dimensions ici? Combien de dimensions? Une seule dimension, c'est selon x. D'accord, une seule dimension, c'est-à-dire selon x. Donc, la particule, elle se déplace sur l'axe des x. On considère une seule dimension. Il n'y a pas y, il n'y a pas z. Donc, il faut écrire l'opérateur associé à son énergie cinétique. D'accord? Donc, une particule qui se déplace, bon, une particule de masse m, qui se déplace sur l'axe des x. Particule qui se déplace sur l'axe des x. Alors, bon, à quoi est égale l'énergie cinétique? À quoi est égale l'énergie cinétique d'une telle particule, d'un tel système? Vous avez l'axe des x et vous avez la particule qui se déplace. On nous a dit que l'énergie cinétique. À quoi est égale l'énergie cinétique? T égale à quoi? À quoi est égale l'énergie cinétique? Hein? Comment? mx point au carré. E égale à h nu. H nu. Non, non, l'énergie cinétique. En mécanique classique, l'énergie cinétique est égale à quoi? n demi mv au carré. Voilà. 1 demi de mv au carré. Ça, c'est en mécanique classique. D'accord? On commence toujours, avant d'écrire l'opérateur, on commence toujours par écrire son expression en mécanique classique. T égale n demi de mv au carré. H nu. H nu, pas du tout. Non, non, non. Je parle de l'énergie cinétique. T, c'est n demi de mv au carré. Donc, pour écrire un opérateur en mécanique quantique, il faut toujours commencer par écrire l'opérateur. Donc, ça, c'est n demi de mv au carré. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche son opérateur associé. T. C'est ce qu'on cherche. Quel est l'opérateur associé à l'énergie cinétique du système? Quel est son opérateur? Vous avez compris? Donc, pour écrire l'opérateur T, on commence toujours par écrire T en mécanique classique. Pour trouver l'opérateur énergie cinétique associé à la grandeur physique, ici énergie cinétique, il faut d'abord écrire la grandeur en mécanique classique. D'accord? Donc T, on sait que T est égal à n demi de m v au carré. Alors, on vous dit qu'il faut écrire la grandeur physique en fonction, vous essayez de faire apparaître en fonction de P, c'est-à-dire la quantité de mouvement, et en fonction des coordonnées x, y, z. Ici, il n'y a pas de paramètres y et z parce qu'on travaille uniquement sur l'axe des x. Donc, on travaille uniquement sur x. Donc, t, parce que c'est un vecteur, il aura combien de composantes? T, normalement, c'est tx, ty et tz. Le vecteur. Parce que v est un vecteur. Comme v, le vecteur vitesse, c'est vx,
Vy et Vz. Normalement, c'est ça. Le vecteur vitesse, c'est Vx, Vy, Vz. Mais comme on travaille uniquement sur l'axe des x, donc on va considérer uniquement Vx et on considère uniquement Tx. On ne prend pas les autres. Maintenant, donc, on va calculer Tx. Donc, Tx est égal à 1 demi de m Vx au carré. Pour l'instant, on n'a pas encore écrit d'opérateur. Tx égale 1 demi de m Vx au carré. Maintenant, on vous dit, en mécanique classique, en mécanique quantique, pour écrire l'opérateur correspondant, on commence toujours par écrire la grandeur physique. La grandeur physique, on l'écrit en fonction de la quantité de mouvement ou bien des coordonnées. Bon, c'est-à-dire directement. Alors, est-ce qu'on peut écrire ici Tx en fonction de la quantité de mouvement? Sachant que P égale à M fois V. P égale M fois V. Donc, comme on travaille, là aussi, P vecteur, hein, mais pareil, P égale MV. Là aussi, on a P, c'est Px, Py, Pz. 3 composantes. Mais comme on travaille uniquement sur l'axe des x, on n'aura que Px. Donc ici, Px est égal à quoi? À M fois Vx. Pourquoi c'est direct? Parce que c'est deux vecteurs collinaires. C'est le même vecteur. C'est-à-dire ils ont la même direction et le même sens. C'est le module qui est différent parce que vous avez V, il a son module. Mais P, c'est M fois le module de V. Donc, mais ils sont collinaires. Donc, directement, on écrit P égale MV. Px égale MVx. Donc, ici, il faut faire apparaître le Px. Donc, Vx égale Px sur M. M demi de M, Px sur M au carré. C'est-à-dire 1 sur 2. Je simplifie M avec M au carré. Donc, 1 sur 2M et X au carré. Pour l'instant, je n'ai pas encore écrit d'opérateur. Hein. Donc, je sais que Tx, c'est-à-dire la composante selon X de l'énergie cinétique, la composante selon X de l'énergie cinétique, elle est égale à 1 sur 2M Px au carré. Ça, c'est en mécanique classique. Maintenant, comment on passe de la mécanique quantique à la mécanique classique? C'est très simple. Plutôt de la mécanique classique à la mécanique quantique. On a Tx, on lui associe Tx. Il suffit de remplacer Px par son opérateur. C'est-à-dire là, il y a Px, on a mis l'opérateur Px. Là, il y a Tx, on a mis l'opérateur Tx. Voici l'opérateur énergie cinétique. Mais on n'a pas fini. Parce qu'il faut remplacer Px. Pourquoi est-ce qu'on écrit toujours en fonction de Px et des coordonnées? Parce que ce sont les seuls paramètres dont on connaît exactement les opérateurs. Px, c'est h bar sur i, d sur dx. Alors, on remplace. Alors, ça veut dire quoi Px au carré? Px au carré, ça veut dire que c'est égal à Px que multiplie Px. C'est-à-dire qu'on applique l'opérateur 2 fois. On l'applique 2 fois. D'accord? Donc, si on l'applique à une fonction, toujours quand vous faites le produit de 2 opérateurs, vous mettez toujours une fonction. Pour ne pas se tromper. Donc, on applique d'abord une première fois Px appliqué à f. Px appliqué à f, h bar sur i. Ici, on est à une seule dimension. Je peux écrire comme ça d droit df sur dx. D'accord? Un d droit df sur dx. Alors, ça, c'est égal à quoi? Parce que Px est linéaire. On l'a vu la dernière fois. Px est linéaire. Je peux faire sortir. Px est linéaire. Je peux faire sortir la constante. Je peux la faire sortir. Parce que quand l'opérateur est linéaire,
A est linéaire, c'est-à-dire A appliqué à alpha fois F est égal à alpha que multiplie A appliqué à F. Donc, est égal à H bar sur I, Px appliqué à la dérivée de F. Parce que Px est linéaire. D'accord? On le fait sortir ici. Px est linéaire. Maintenant, ici, j'applique directement. Parce que les opérateurs, ils s'appliquent uniquement aux fonctions. Uniquement aux fonctions. Donc, H bar sur I, Px appliqué à df sur dx, c'est-à-dire c'est H bar sur I, d sur dx, de df sur dx. C'est la définition de Px. La définition de Px, c'est H bar sur I, d sur dx. Donc, Px appliqué à F, plutôt à df sur dx, c'est H bar sur I, la dérivée de df sur dx. Donc, c'est égal à moins H bar carré, parce que H bar carré ici, mais I fois I, c'est moins 1. Donc, moins H bar carré, et ça, c'est la dérivée seconde de F, d2 sur dx2. Voilà à quoi est égal Px, d2F, Px au carré appliqué à F. Donc, Px au carré est égal à moins H bar carré, d2 sur dx2. D'accord? Maintenant, pour trouver t, x, on a dit que tx, c'est 1 sur 2m px au carré. Donc, tx, il est égal à moins h bar carré. Oui, moins h bar carré, parce que je vais remplacer px au carré par tout ça. Donc, moins h bar carré sur 2m. Pardon, madame. Moins h bar carré sur 2m, que multiplie les 2 sur dx2. Attention, px au carré, c'est pas l'opérateur au carré, c'est l'opérateur appliqué 2 fois. D'accord? C'est pas d sur dx, le tout au carré. Vous avez compris? C'est l'opérateur qu'on applique 2 fois. Donc, ça donne une dérivée seconde. C'est pas l'opérateur qu'on applique une fois et qu'on élève au carré. Si c'était ça, vous avez compris la différence. Quand je dis Px, si je veux appliquer l'opérateur une fois et faire le carré, il faut que je mette l'opérateur entre parenthèses. Là, ça veut dire H bar sur I, df sur dx, le tout au carré. Là, ça veut dire j'applique l'opérateur une fois et j'élève au carré. Par contre, Px, quand on a comme ça la parenthèse, non, j'aurais dû mettre F à l'intérieur. Même ça marche aussi. Px au carré appliqué à F, c'est-à-dire que j'applique 2 fois l'opérateur. Je l'applique 2 fois. Est égal à moins H bar carré, on vient de le faire, D2 de F sur dx2. Et vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Quand on applique l'opérateur une fois et qu'on élève au carré, et quand on l'applique 2 fois, ça ne donne pas le même résultat. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on l'applique 2 fois. C'est un produit. C'est Px fois Px, c'est-à-dire on applique 2 fois l'opérateur sur la fonction. On l'applique une première fois, ensuite une deuxième fois. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et Hadaya, c'est pour l'opérateur. Ça y est, on a trouvé l'opérateur. Donc, on a trouvé l'opérateur énergie cinétique composante suivant X. D'accord? Uniquement suivant X. Si on était uniquement suivant Y, on aurait mis Y. Uniquement suivant Z, on aurait mis Z. Mais si on était dans les 2 ou bien les 3 dimensions, là, c'est différent. Après, on le verra. D'accord? Donc, une fois qu'on a trouvé l'opérateur,
Tx, donc on a dit Tx. Voilà, c'est un peu flou. Bon, alors on a dit Tx égale moins h bar au carré sur 2m d2 sur dx2. D'accord? Encore une fois, j'ai mis un d droit parce que je travaille uniquement sur x. Il n'y a pas de dérivée partielle, c'est une dérivée totale. Maintenant, est-ce que Tx est linéaire? C'est facile. Est-ce que Tx est linéaire? Il faut que Tx appliqué à f plus alpha g, est-ce qu'il est égal? C'est comme ça qu'il faut écrire, hein? D'accord? Quand vous répondez, c'est comme ça qu'il faut écrire. Est-ce qu'il est égal à Tx appliqué à f plus alpha Tx appliqué à g? Voilà. D'accord? Donc, ça, regardez, Tx appliqué à alpha g est égal à alpha Tx appliqué à g. Ça, c'est linéaire. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait sortir le h bar sur pour Px. Hein. Alors, Tx appliqué à alpha plus f plus alpha g, il suffit de remplacer Tx appliqué à alpha, f plus alpha g égale Tx appliqué à f plus alpha g. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Moins h bar carré. Moins h bar carré sur 2m, d carré f sur d carré. d2 sur dx2, de quoi? De f plus alpha g. Toujours, j'ai dit, vous commencez par appliquer l'opérateur. Commencez par l'appliquer. D'accord? D2 sur dx2, f plus alpha g. La dérivée seconde, maintenant, il n'y a plus d'opérateur ici. Et cette partie-là, il n'y a plus d'opérateur. Donc, je ne sais que... Donc, j'utilise les propriétés de la somme, les propriétés du produit, les propriétés des dérivés, etc. On sait très bien que la dérivée seconde d'une somme est égale à la somme des dérivées secondes. Ça, on le sait. Et de f sur dx2 plus d2 de alpha g sur dx2. Donc, on le sait maintenant, c'est la dérivée seconde, parce que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, mais la dérivée seconde aussi, la dérivée troisième, ça c'est des choses qu'on ne va pas démontrer, on le sait. Donc ensuite, on sait aussi que quand on dérive un produit d'une fonction fois un scalaire, pas d'une fonction fois une fonction, quand on dérive une fonction fois un scalaire, le scalaire, on peut le faire sortir de la dérivée. On peut le faire sortir de la dérivée, donc est égal à alpha plus alpha d2 de g sur dx2. D'accord? Ça, c'est une démonstration complète. Alors, égal, maintenant, je remultiplie, je distribue la constante. Moins h bar carré sur 2m, d2 de f sur dx2, plus, donc ça c'est la première partie, plus, moins h bar carré, plus alpha, moins h bar carré sur 2n, d2 de g sur dx2. Est-ce que c'est clair ça? Oui, madame. Oui, madame. Donc ici, on a directement le résultat Tx appliqué à f plus alpha Tx appliqué à g. Donc, Tx est linéaire. Moi, d'accord, bon, pour moi, celui qui écrit ça et qui passe directement à ça ou bien à ça, c'est faux. La démonstration, elle n'est pas complète. Il faut démarrer comme ça petit à petit.
D'accord? Parce que si vous passez de là à là directement, c'est que vous supposez dès le départ qu'il est linéaire. Ça, vous appliquez les propriétés de la linéarité, vous appliquez pas sur l'opérateur dès le début, vous les appliquez une fois que vous avez remplacé l'opérateur par sa définition et que vous avez des sommes, des produits, des dérivés, des intégrales et tout, là oui, celles-ci, on sait les traiter, on connaît leurs propriétés de linéarité, elles sont distributives, elles sont commutatives, elles sont, etc. Donc c'est là qu'il faut appliquer d'accord, la condition. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, est-ce que Tx hermétique? Alors, Tx hermétique, il faut que l'intégrale sur le domaine de f étoile, Tx appliqué à G, des taux, est-ce qu'il est égal à l'intégrale sur le domaine de G, Tx appliqué à f, le tout conjugué. C'est ce qu'il faut démontrer. D'accord? Donc, ici, moi, je vous conseille, vous écrivez juste à côté ici, vous écrivez ce que vous devez trouver, ce que vous avez et ce que vous devez trouver. Ici, vous avez quoi? Vous avez f conjugué Tx appliqué à G, h bar sur I, dg, moins h bar carré. Pardon, hein. C'est pas P, c'est moins h bar carré sur 2n, Tx sur dg sur dx. Et ici, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver G, moins h bar carré sur 2n, d2 de G sur dx2, mais le tout conjugué. Pourquoi je préfère écrire ça? C'est pour avoir une idée sur ce que je cherche. Donc, je démarre de f étoile moins h bar carré sur 2n, d2 de G sur dx2, c'est la dérivée seconde de G. Et je finis par, je dois trouver G que multiplie moins h bar carré sur 2n, la dérivée seconde, cette fois-ci de f, et non pas de G. Donc, j'avais f, je trouve df, et j'avais dg, je trouve G. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... quelle est la méthode à suivre ici pour essayer de démontrer? L'intégration. Sachant qu'on démarre d'une dérivée et qu'on trouve la fonction. Même si c'est la dérivée seconde, c'est pas grave, mais on démarre d'une dérivée. Est-ce que vous avez une idée sur la méthode à suivre? Intégrale par partie. Intégration Comment? par partie. Intégration par partie. Voilà, on fait comme la dernière fois, l'intégration par partie. Posez cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on pose? Alors, vous voyez bien que on démarre de f étoile, on trouve df, même si c'est la dérivée seconde, c'est pas grave. D2 de f, df. Bon, déjà, donc on fait U égale conjugué de f.
Donc, du est égal à df conjugué sur dx, dx. La différentielle de u, c'est ça. Quand f dépend d'une seule variable, la différentielle de u, c'est df étoile sur dx. dx fois dx. Maintenant, ici, dv, qu'est-ce qu'on va prendre pour dv? On est obligé de prendre la dérivée d2 de g. On prend la dérivée seconde. Parce qu'ici, on a la dérivée seconde. D'accord? Bon, je ne vais pas prendre le... J'ai pas pris la constante. Hein. Moi, je vais carré sur 2m. Je ne l'ai pas prise. Donc, si je prends d2 de g sur dx2 dx, donc v est égal à quoi? C'est l'intégrale de dv. V, c'est l'intégrale de dv. C'est l'intégrale de ça. Quand on intègre une dérivée seconde, qu'est-ce qu'on trouve? Quand on intègre la dérivée seconde, on trouve, quand on intègre la dérivée d'une fonction, la première dérivée, voilà, quand on intègre la dérivée d'une fonction, on trouve la fonction. Et quand on intègre la dérivée seconde d'une fonction, on trouve sa dérivée première. C'est normal. Donc, on trouve ici dg sur dx. On trouve dg sur dx. Donc, ici, d'accord, on a mis u égale f étoile et du égale df étoile sur dx, df étoile. dv, c'est la dérivée seconde. On est obligé de prendre la dérivée seconde parce qu'ici, on a dans la définition de l'opérateur, c'est la dérivée seconde. Donc, l'intégrale sur le domaine de conjugué de f, dx, appliqué à g, des taux ou dx ici. Hein. On va mettre dx parce qu'on travaille uniquement sur x. dx égale uv, u fois v. Donc, f conjugué que multiplie dg sur dx dans tout le domaine. Moins l'intégrale de VDU, moins l'intégrale de VDU. Donc, moins l'intégrale sur le domaine de df conjugué sur dx que multiplie dg sur dx. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Oui, madame. Sur le tout, et le tout, bien sûr, le tout, il faut qu'il soit multiplié par quoi? Parce que je ne l'ai pas mis. Moins h bar au carré sur 2m. D'accord? Parce que je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Hein. Regardez, quand j'ai mis t, f étoile t x fois g égale moins h bar au carré que multiplie l'intégrale. Donc, je l'ai remis. Bon, je n'ai pas de place pour le mettre ici. Je l'ai mis ici. C'est clair? Qu'est-ce qu'on a dit pour cette écriture-là? Elle est toujours nulle. Je vous l'ai dit la dernière fois. Parce que les fonctions, elles sont finies, notamment dans le cadre des boîtes de potentiel linéaire, elles s'annulent. Les fonctions d'onde du système s'annulent toujours aux bornes dans les limites physiques du système. Leur dérivée, si elles sont nulles, c'est que leur dérivée elle est nulle. Donc celle-là elle est nulle, celle-là elle est nulle, donc sa dérivée elle est nulle. Donc tout ça sera égal à 0. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne égal Donc, vous voyez ici, moins h bar au carré sur 2m, que multiplie moins. D'accord? Moins h bar au carré sur 2m, que multiplie moins. Donc, h bar au carré sur 2m, l'intégrale sur le domaine de ce produit-là, df conjugué sur dx, que multiplie dg sur dx, dx. Mais on n'a pas encore fini, hein, c'est parce que ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la dérivée seconde de f et g. On a la dérivée.
première de f, mais on n'a pas la dérivée seconde. Donc ici, il faut qu'on arrive à la dérivée seconde de f et g. Qu'est-ce qu'on fait ici alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allô? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il faut faire une deuxième dérivée partielle, une deuxième intégration par partie. Deuxième intégration par partie. C'est-à-dire, je vais poser encore df conjugué sur dx. On pose u. du est égal d2 de f conjugué sur dx2 dx. Parce que du, c'est d sur dx de tout ça. du, sa différentielle de u, c'est la dérivée de tout ça par rapport à x, dx. Et on pose dv, c'est égal dg sur dx, dx. Donc, v est égal à l'intégrale de ça. L'intégrale d'une dérivée, c'est cette façon. Donc, c'est g. Donc, ça nous fait h bar carré sur 2m que multiplie l'intégrale de ça, le produit, est égal à u fois v. Donc, df conjugué sur dx fois g entre dans tout le domaine, moins l'intégrale de g du. d2 de f conjugué sur dx2 dx. On a dit encore une fois, cette partie-là, elle est toujours nulle. Toujours. Donc, égal moins fois. Ça fait moins h bar carré sur 2m. L'intégrale sur le domaine de g d2 de f conjugué sur dx2 dx. Maintenant, est-ce que cette écriture-là, elle correspond, est-ce qu'elle correspond à l'intégrale de g t appliqué à f conjugué? C'est ce qu'il faut voir. Donc, pour avoir t, là on n'a pas t. Pour avoir t, c'est quoi? C'est moins h bar carré sur 2m, d2 sur dx2. Donc, je fais rentrer ma constante. J'ai le droit de la faire rentrer parce que c'est une constante. J'ai le droit de faire rentrer ça parce que c'est une constante. Donc, égal l'intégrale sur le domaine de g. Déjà, je suis contente parce que j'ai le g que je dois avoir ici. Le g que je dois avoir ici, il est là. C'est bon. Que multiplie moins h bar carré sur 2m, que multiplie moins h bar carré sur d2 de f sur dx2 dx. Est-ce que ça, c'est tx appliqué à f? Pas encore. Pas encore, pas encore. Donc, on continue. Il faut obtenir quoi? Il faut obtenir tx, c'est-à-dire moins h bar carré sur 2m, d2 de f sur dx2, le tout conjugué. D'accord? Donc, est-ce que je peux écrire que tout ça conjugué? Bon, déjà, on sait que la dérivée d'une fonction, la dérivée d'un conjugué est égale au conjugué de la dérivée. D'accord? La dérivée du conjugué égale le conjugué de la dérivée. Et donc, je peux écrire moins h bar carré sur 2n, d2 de f sur dx2, le tout conjugué. Parce que la conjuguée d'une dérivée est égale à la dérivée du conjugué. D'accord? Le conjugué d'une dérivée, que ce soit une dérivée première ou seconde ou troisième, peu importe.
essentiel. Le conjugué d'une dérivée est égal à la dérivée du conjugué. Donc, j'ai le droit d'écrire ça. Mais je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que normalement, c'est tout qui est sous le conjugué. C'est moi, je marque carré sur 2MD, 2 sur dx de 2 qui doit être conjugué. Est-ce que j'ai le droit de faire rentrer ça ici? Est-ce que j'ai le droit de le faire rentrer ici sous le signe du conjugué? Oui. Comment? Non. Oui? Qui a dit oui? Oui, on peut. On peut, pourquoi? Parce que, pourquoi je peux faire rentrer ce conjugué ici? Le conjugué ici, si je peux le faire rentrer, je peux le faire sortir comme je veux. Linéaire. Plutôt pas le conjugué, ici. Ça, je peux le faire parce que moi, je barre carré sur 2M est une constante réelle. Une constante réelle. Que le conjugué d'une constante réelle est égal à elle-même. Donc, ça, moi, je barre carré sur 2M, c'est la même chose que moi, je barre carré sur 2M conjugué. C'est exactement pareil. On me demande d'accepter des gens, mais moi, je n'ai pas de demande de participation. Hein. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez compris ici? Oui. Quand j'ai dit, Oui. moi, h bar carré sur 2m, j'ai le droit de lui mettre conjugué. Moi, h bar carré sur 2m est égal à moi, h bar carré sur 2m conjugué. Parce que moi, h bar carré sur 2m est un réel. Maintenant, le produit de deux conjugués, le produit de deux conjugués égale au conjugué du produit. D'accord? Le produit de deux conjugués est égal au conjugué du produit. D'accord? Parce que je vous ai dit la dernière fois, dans la démonstration, il faut que le résultat il apparaisse de lui-même. Ce n'est pas vous qui écrivez le résultat dès le départ, ou bien au milieu. Il faut qu'il apparaisse de manière logique. Donc, le conjugué, plutôt le produit de deux conjugués est égal au conjugué du produit. Et ça c'était x appliqué à f. C'est x appliqué à f. Le tout conjugué, bien sûr. Le tout conjugué. Donc, Tx est hermétique. Est-ce que c'est clair? Oui. Tout le monde a bien saisi. Clair. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'exercice 3. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a la suite? Alors, où est-ce qu'il est la série? J'ai perdu. Donc, madame, pour donner les opérateurs de l'énergie cinétique, par exemple, ou l'énergie totale, il faut les démontrer avant. Alors, ça dépend. Ça dépend de la question. Si vous êtes dans un exercice où vous avez, par exemple, directement le système, on vous donne le système, et on ne vous dit pas d'écrire l'opérateur directement. Vous n'avez pas besoin, il faut les connaître, c'est tout. Mais si c'est la question, elle est explicite, établir l'expression d'opérateur, là oui, comme dans cet exercice. Là, il faut démontrer. D'accord. Si la question, c'est justement de l'écrire avec l'opérateur. Ce n'est pas juste de l'utiliser. Il faut faire la démonstration. D'accord? Alors,
Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, montrer que les fonctions exponentielles AX et exponentielles moins AX sont fonctions propres. Bon, ça, c'est comme tout à l'heure. Hein. Bon, attendez, le téléphone il s'est éteint. On va l'allumer. Alors, donc, montrer que exponentielle AX et exponentielle AX et exponentielle moins AX, fonction propre de TX. Ça, c'est facile. Donc, exponentielle AX, fonction propre de TX, ça veut dire quoi? Ça veut dire que TX appliqué à exponentielle AX est égal à une constante que multiplie exponentielle AX. Donc, TX, donc c'est TX appliqué à exponentielle AX, ou vous pouvez l'appeler F si vous voulez. Hein. D'accord? Pour ne pas écrire ça. Égal moins H bar carré sur 2M, D2 sur DX2 de exponentielle AX. On dérive fois. Égal moins H bar carré sur 2M, D sur DX de la dérivée d'exponentielle. La dérivée d'exponentielle AX, c'est AX. La dérivée d'exponentielle AX, d'accord? A exponentielle AX. On dérive une seconde fois. D2 sur DX2 d'exponentielle AX. C'est-à-dire est égal voilà. C'est-à-dire est égal à au carré que multiplie moins h bar carré sur 2m d2 sur dx2 exponentielle ax. Ça, c'est pas un produit. Hein. Au lieu de le mettre ici, je l'ai mis ici. Bon, je vais le mettre ici et j'enlève d'ici. Donc, tout ça, c'était x appliqué à exponentielle à x. Donc, a au carré, tx appliqué à exponentielle à x. Donc, on voit bien qu'exponentielle à x... non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi ici. Attendez. Je suis allée là, j'ai réécrit, je suis allée en arrière. Attendez, non, c'est pas ça. Non, je suis revenue en arrière. Une fois qu'on a ça, bon, regardez, on dérive une première fois. Ensuite, on dérive une deuxième fois. Donc, moins h bar carré. Deuxième, on dérive une deuxième fois. A au carré, exponentielle à x. D'accord? Ça, c'est faux, ça. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, madame. C'est très simple. Hein, il faut juste dériver deux fois. Et quand on dérive deux fois, on trouve ça. Donc, est égal à moins h bar carré sur 2m, a au carré, voilà la constante, que multiplie exponentielle à x. Voilà la fonction. D'accord? Donc, est égal à a, ça c'est la valeur propre. D'accord? Voici la fonction. Donc, on voit bien que exponentielle à x est fonction propre. Fonction propre.
exponentielle AX, elle est fonction propre de l'opérateur T associé à la valeur propre, moins h bar carré sur 2n qui multiplie petit a au carré. Ce petit a, c'est celui-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Alors, la suite. Allez-y, la suite. Alors, faut travailler un peu. Hein. Faut essayer les exercices. Alors, le troisième ou le quatrième exercice, je ne me rappelle plus. Alors, bon, il faut montrer pour exponentielle AX et montrer aussi pour exponentielle moins AX. Avec moins AX, vous allez faire la même chose. Moins AX, qu'est-ce qu'on trouve? Allez-y, faites-le rapidement, en une minute. Allez-y, faites exponentielle moins AX et donnez-moi moins AX. Et donnez-moi la valeur propre. Rapidement. On trouve la même valeur propre. Moi, H Oui, bar carré voilà, sur très bien, très bien. Donc, TX appliqué à exponentielle moins AX, on a trouvé aussi combien la même valeur propre. Est-ce que c'est la même? Attendez. Oui, madame, c'est la même. Exponentielle moins AX, c'est la même. Moi, je barre carré sur 2n fois a au carré. Alors, ça veut dire quoi? C'est la même. Parce qu'on vous dit que peut-on conclure? Que peut-on conclure? C'est-à-dire, vous avez trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pour deux fonctions différentes, vous avez trouvé la même valeur propre. Ces valeurs propres, là, c'est quoi? C'est cette valeur propre-là. Valeur propre. Regardez, Tx. Suivez bien ici, suivez, parce que c'est important. Si exponentielle AX est une fonction propre de Tx, ça veut dire quoi du point de vue... concrètement, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est des maths. Mais comment on va interpréter tout ça? A au carré. Non, je ne parle pas de ça. Dit f de x égale exponentielle AX, f de x égale exponentielle AX, et fonction propre de quoi? De Tx. D'accord? Ça, c'est les maths qui m'ont dit ça. Les maths m'ont dit que f de x égale exponentielle AX est fonction propre de x. Ça veut dire que la valeur propre associée à la valeur propre A, qui est égale à, on ne va pas l'appeler A, la valeur propre alpha, est égale à moins h bar carré. C'est ce qu'on a trouvé. Moins h bar carré sur 2n, multiplié A au carré. Cette valeur propre, qu'est-ce qu'elle représente? Vous l'avez fait normalement ça en cours. Qu'est-ce qu'elle représente, cette valeur propre?
lorsque, ça c'est quand vous avez fait les postulats, lorsque vous avez je ne sais plus quel postulat, numéro 4, je crois. Numéro 4. Voilà, c'est les postulats numéro 4. C'est le postulat numéro 4. Alors, suivez bien, ça c'est important aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le postulat numéro 4? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand vous appliquez un opérateur, comme ici, on a appliqué Tx à f, et qu'on a trouvé que ce f est une fonction propre de l'opérateur, associée à la valeur propre, ça veut dire que la valeur propre, c'est la mesure exacte de la grandeur physique Tx. Ça veut dire que cette valeur propre, c'est exactement la valeur numérique de l'énergie cinétique, de la composante énergie cinétique ici Tx. C'est exactement la valeur de cette grandeur physique. D'accord? Si elle est fonction propre. Donc, le postulat numéro 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le résultat de la mesure, vous écoutez, le résultat de la mesure d'une grandeur physique A s'obtient en appliquant l'opérateur A qui lui est associé à la fonction d'onde. Fonction d'onde du système, bien sûr. Deux cas possibles. Si la fonction est fonction propre, donc si on veut mesurer la grandeur physique, A, la grandeur physique A, vous voyez, je n'ai pas mis d'opérateur. J'applique l'opérateur associé à la fonction, à la grandeur physique. J'applique l'opérateur qui est à la fonction psi, fonction d'onde du système. Et psi, j'obtiens comment? C'est celle que je trouve quand je fais h psi égale e psi. D'accord? Elle dit psi, c'est la fonction qu'on trouve quand on fait h psi égale e psi. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé psi, c'est pour ça que je vous ai dit le plus important dans l'équation de Schrödinger, c'est de trouver psi. Si je veux calculer, ou bien si je veux mesurer la grandeur physique A, par exemple ici l'énergie cinétique, ou bien la quantité de mouvement, ou bien la vitesse, ou bien la position, etc. Quelle que soit la fonction, quelle que soit la grandeur physique. Si je veux mesurer une grandeur physique, parce qu'on ne peut pas mesurer les grandeurs physiques des systèmes microscopiques, donc si je veux mesurer la grandeur physique, j'applique, mesurer, ça veut dire trouver la valeur. J'applique l'opérateur associé à la grandeur physique à la fonction psi, fonction d'onde du système. Il y a deux cas possibles. Si lorsque j'applique est égal à une constante fois psi, ça veut dire que psi est fonction propre de A. Donc petit a, c'est la valeur exacte, ou bien la mesure exacte de la grandeur physique A. Ça veut dire que si A, par exemple, c'est Tx, comme on l'a fait ici, si Tx appliqué à psi est égal à une constante fois psi, cette constante-là, c'est la valeur exacte de la mesure de Tx. C'est-à-dire combien il vaut Tx? C'est une énergie, donc on doit le trouver en énergie, en joules, etc. Vous voyez bien, il dépend de H. Donc on va le trouver en joules, puisque H, c'est des joules. Maintenant, si il est différent de A fois psi, d'accord? Si n'est pas fonction propre de l'opérateur A, associé à la grandeur physique que je veux calculer. Si psi n'est pas fonction propre, on ne peut pas calculer la valeur exacte de la grandeur physique A. On ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas avoir la grandeur physique A, on ne peut pas l'obtenir de manière exacte. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est une valeur moyenne. A bar. Vous avez fait le théorème de la valeur moyenne. Vous la donnez. Allô? Il n'y a plus personne. Vous m'entendez?
Oui, madame, on Madame. vous entend. Mais dites-moi, est-ce que vous l'avez vu en cours, le théorème de la valeur moyenne? Non, pas encore, je pense. Non. Pas encore. Si vous avez fait la boîte de potentiel, c'est qu'elle vous a déjà fait la valeur moyenne. C'est pas possible. Parce que si vous êtes passé au chapitre 3, c'est que vous avez déjà fait ça. Donc, la valeur moyenne, elle est égale à l'intégrale sur le domaine. Madame, on a juste commencé le troisième chapitre. On n'a Eh, pas معليش. encore entamé la valeur Eh, moyenne. mais هذا. Ça, c'est dans le deuxième. C'est pas dans le troisième. Ça, c'est dans le deuxième. Donc, normalement, vous l'avez vu puisque vous avez entamé le troisième. Donc, l'intégrale de psi conjugué, l'opérateur A appliqué à psi. Je mets des taux parce que je ne sais pas si c'est une dimension, deux dimensions, trois dimensions, je ne sais pas. Sur l'intégrale, sur le domaine de psi conjugué fois psi des taux. Est-ce que vous... Ça c'est pour la valeur moyenne. Ça, c'est la valeur moyenne de la grandeur physique. Vous ne l'avez pas fait? Non. Normalement, si, parce que c'est le quatrième postulat. Je pense qu'elle vous l'a fait, c'est le quatrième postulat. Je regardais. Madame, on s'est arrêté dans le troisième, je pense. Vous êtes arrêté dans le troisième? Oui. Ok, enfin, vous vous êtes arrêté dans le troisième postulat et vous êtes passé à la boîte de potentiel. Bon, valeur moyenne de... Malish, je pense que vous l'avez fait. Mais Malish, essayez de suivre ici. Ça, c'est la valeur moyenne de la grandeur physique. Donc, quand on va appliquer... Donc, comment ça se passe l'étude d'un système quantique? Je vous l'ai dit la dernière fois. Pour étudier un système quantique, je vais appliquer l'hamiltonien H, c'est-à-dire l'opérateur associé à l'énergie totale. Je l'applique à psi. Je résous plutôt l'équation H psi égale E psi. Ça se passe toujours comme ça. H psi égale E psi. Après cette équation, elle va me donner psi. Elle va me donner E. Psi, il n'y en a pas qu'une seule, hein, il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs états. L'état fondamental, premier état excité, deuxième état excité, ça. Et chacune, elle aura son énergie qui lui correspond. Psi 1, E1, psi 2, E2, psi 3, E3, etc. Donc, j'obtiens psi et E. Avec cette fonction psi, c'est celle-là qu'on va utiliser pour trouver les autres grandeurs physiques du système. C'est pour ça que je vous ai dit, le plus important, c'est de trouver psi. Donc, si je veux calculer, par exemple, hein, la position. Je veux calculer la position. Vous suivez? Il faut que je fasse la position x. X, l'opérateur, appliqué à psi. J'applique l'opérateur x à psi. C'est égal à quoi x appliqué à psi? C'est égal à quoi? X appliqué à n'importe quelle fonction, il est égal à quoi? L'opérateur x appliqué à une fonction, c'est égal à quoi? Allez-y, n'ayez pas peur. La fonction fois x. Voilà, la fonction fois x. X fois psi. D'accord? Est-ce que psi est les fonctions propres de l'opérateur x? Non. Non. Voilà, non. Psi n'est pas fonction propre. Pourquoi? Parce que Hadaya, ce n'est pas un scalaire. Ce n'est pas une constante réelle. C'est une variable. X, c'est la variable. Donc, psi n'est pas fonction propre de l'opérateur x. Donc, je ne peux pas mesurer exactement la position x. Je ne peux pas. Cette grandeur physique n'est pas mesurable. D'accord? Cette grandeur physique n'est pas mesurable. Ce que je peux mesurer, plutôt, pourquoi c'est pas mesurable? Parce qu'à chaque fois que je vais appliquer, parce qu'il y a des appareils maintenant, c'est sûr qu'il y a des appareils, parce que l'appareil lui-même, il va modifier la position de la particule lorsqu'il va prendre la mesure. C'est ça le problème, parce que les appareils utilisés, ce sont des appareils qui envoient des rayonnements, qui envoient des énergies. Donc, lorsque la particule elle est à une position x0 et que vous utilisez l'appareil ou des rayons, etc., pour connaître sa position, l'appareil il va modifier sa position.
Donc, vous ne saurez jamais où est-ce qu'elle est, puisqu'à chaque fois, elle est modifiée. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas mesurer la position. On ne peut pas, de manière exacte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut, puisqu'on ne peut pas, on va calculer une valeur moyenne. Une valeur moyenne de la position. Donc, on ne dirait pas la particule, elle se trouve à x égale, je ne sais pas, 0,5 angstrom. Non, on dirait qu'en moyenne, la moyenne des positions. Donc, on cherchera la moyenne des positions qui sera égale à l'intégrale sur le domaine de psi conjugué, ce même psi qu'on a utilisé ici, le même, que multiplie le x appliqué à psi sur l'intégrale de psi conjugué fois psi. Et on fait le calcul, puisqu'on a psi, on l'a trouvé psi quand on a résolu l'équation de Schrödinger, on l'a trouvé. On a psi, on a x, on multiplie, ici on applique x à psi, on multiplie par psi conjugué, on calcule l'intégrale. D'accord? Et on va trouver la position. La position moyenne, bien sûr. La position moyenne. Maintenant, par exemple, l'énergie cinétique, qu'on a appelée T. Tx appliqué à psi. Par exemple, hein, comme ici, comme on l'a trouvé tout à l'heure. Bon, ça dépend des systèmes, mais bon, je ne connais pas la valeur ici. Mais je vais trouver Tx appliqué à psi. Je vais trouver, par exemple, petit a fois psi. Est-ce que psi est fonction propre de Tx? Oui, parce que petit a est un réel. Donc, psi est fonction propre de Tx associée à la valeur propre petit a. Comme psi, elle est fonction propre, et bien cette valeur propre, elle dit la valeur propre, c'est exactement la mesure de la grandeur physique Tx. C'est-à-dire, j'ai le droit d'écrire Tx égale à A. Ça me donne la valeur exacte. Ça veut dire que Tx, la grandeur physique Tx, elle est exactement mesurable. Ici, x n'est pas exactement mesurable. X n'est pas exactement mesurable parce que psi n'est pas fonction propre de x, l'opérateur. Alors, on fait une moyenne. Mais là, Tx est exactement mesurable. Pourquoi? Parce que psi est fonction propre de l'opérateur Tx. Et la valeur exacte de la grandeur physique Tx, c'est la valeur propre qu'on a trouvée. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Clair. Ça, c'est important. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre dans le cadre de ce module. Parce qu'après, tous les systèmes qu'on va étudier, on va travailler avec leurs fonctions propres. C'est pour ça que ça sera facile de les étudier. C'est qu'on va travailler avec leurs fonctions propres. Donc, est-ce que c'est clair cette partie? Ça s'appelle le théorème de théorème ou théorème, postulat, de la valeur propre. Non, pas de la valeur propre. Qu'est-ce que je raconte? De la valeur moyenne. D'accord? De la valeur moyenne. D'accord? Donc, si c'est une fonction propre, on trouve directement la mesure de la grandeur est égale à la valeur propre. Si ce n'est pas une fonction propre, et bien à ce moment-là, on ne peut pas mesurer exactement, on ne peut pas trouver la valeur exacte, donc on calcule une valeur moyenne. Et voici la formule pour calculer une valeur moyenne. On calcule cette intégrale, et on calcule cette intégrale, ensuite on divise. Après, on va voir comment on fait, vous allez voir, c'est très simple. D'accord? Donc ici, dans le cas de Tx, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que Tx appliqué à exponentielle ax est égal moins h bar carré sur 2m a au carré exponentielle ax, et que Tx appliqué à exponentielle moins ax égale moins h bar carré sur 2m a au carré exponentielle moins ax. Ça veut dire que ces deux fonctions-là, mais je ne sais pas maintenant, ces deux fonctions-là, ce sont des fonctions propres de Tx. Celle-là, c'est une fonction propre de Tx, et celle-là, c'est une fonction propre de Tx. Et elles ont la même valeur propre. Elles ont la même valeur propre. Donc, lorsque vous avez deux fonctions différentes
vous avez deux fonctions différentes et qui ont la même valeur propre, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des fonctions dégénérées. Des fonctions dégénérées. Deux fonctions identiques qui ont la même valeur propre. Dégénérées pour ce cas-là. Hein. D'accord? C'est comme quand vous faites... regardez. Quand vous faites l'atome un atome. Carbone, par exemple. Carbone. 1S2, 2S2, 2P, combien? 2P2. Ça, c'est une seule case. Ça, c'est une seule case. Ça, c'est trois cases. D'accord? Ça, le N, il vaut 1. Nombre quantique principal, il vaut 1. Nombre quantique principal, il vaut 2. Nombre quantique principal, il vaut 2. D'accord? Vous suivez? Oui. Oui. Alors, l'énergie des niveaux, si mes souvenirs sont bons, hein, en tous les cas, c'est quelque chose, je crois que c'est moins Z2. En tous les cas, c'est quelque chose, une constante sur n au carré. Je ne me rappelle pas de la constante. Sur n au carré. Ça veut dire que les niveaux qui ont le même n, ils ont la même énergie. Oui ou non? Oui. Oui. Hein? Les niveaux qui ont... Donc, quand je vais faire mon diagramme, j'ai le niveau n égale à 1, il est là. Il a une seule fonction. C'est celle-là, la 1S. C'est pour ça que je mets un seul trait. Mais le niveau n égale à 2, il a combien de fonctions? 1, 2, 3, 4. Donc le niveau n égale à 2, il aura 1, 2, 3, 4. Je dessine 4 petits traits pour dire 4 niveaux au même endroit, au même niveau. Pourquoi? Parce qu'elles ont la même énergie. Donc le niveau n égale à 2, il est 1, 2, 3, 4 fois dégénéré. Parce qu'il y a 4 fonctions différentes. Il y a la 1S, plutôt la 2S. Il y a la 2px, la 2py et la 2pz. Ça, c'est des choses que vous avez vues en première année. Donc, n égale à 1, il y a la 1S. n égale à 2, il y a la 2S, 2px, 2py, 2pz. Et ces 4 fonctions-là, c'est les fonctions, en fait, les fonctions d'onde, c'est les orbitales. Les fonctions ces 4 fonctions, elles ont exactement la même énergie. Parce que constante divisée par n au carré. N, c'est le même, automatiquement, il est là le n. Le n, c'est la 2S, 2px, 2py, 2pz, c'est le n. Donc, elles ont la même énergie. C'est ce qu'on appelle un état dégénéré. 4 fonctions différentes pour la même énergie, donc un état 4 fois dégénéré. Quand vous avez 2 fonctions différentes pour la même énergie, c'est un état 2 fois dégénéré. D'accord? Vous avez compris? Oui. Alors, qui n'a pas compris ici, comme ça je continue. Il nous reste une demi-heure. Alors, je regarde la suite des exercices. Bon. Madame, la question que peut-on conclure, c'est la fonction 2 fois dégénérée, c'est ça? Alors ici, que peut-on conclure? C'est pas la fonction qui est dégénérée, mademoiselle. C'est pas la fonction. C'est l'état. L'état dans lequel se trouve la particule qui est 2 fois dégénérée. Par exemple, je vous ai dit pour l'atome d'hydrogène, enfin cet atome-là, pour le carbone, l'état 1S, il n'est pas dégénéré. Parce qu'on lui fait correspondre uniquement la fonction 1S. Mais l'état n égale à 2, l'état n égale à 2, on lui fait correspondre 4 fonctions.
Donc, il est 4 fois dégénéré. Donc, c'est l'état qui est dégénéré, ce n'est pas la fonction. Ah, d'accord. C'est l'état. Que peut-on conclure? Voilà, c'est ça. Alors, donnez la valeur de A pour que f de x, exercice 4. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Non. C'est des choses quand même qu'il faut comprendre, hein. Alors, exercice 4. Exercice 4. Alors, regardez dans cet exercice 4, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous avez la série sous les yeux? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il dit que on vous donne l'opérateur A égale, on vous donne l'opérateur A égale D2 sur DX2 moins BX2. B, c'est une constante. Et on vous donne f de x égale exponentielle moins AX2. Et on vous dit, donnez la valeur de A, il faut calculer A, pour que f de x soit fonction propre de l'opérateur A. D'accord? Donnez la valeur propre, la valeur de A, pour que f de x soit fonction propre. Qu'est-ce que vous allez faire ici? C'est facile, hein? C'est facile, vous savez le faire. C'est juste que vous ne prenez pas la peine de réfléchir. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps de préparer les exercices. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous donne cet exercice-là à l'examen. Comment vous allez le faire? F de x. Il faut trouver petit a pour que f de x soit fonction propre de l'opérateur. Quel est le point de départ? Comment vous allez démarrer? On va appliquer l'opérateur à la fonction. Oui, très bien. On applique l'opérateur à la fonction. Ensuite, donc on applique l'opérateur à f de x. Il est égal à quoi? D2 de f sur dx2 moins b x2 fois f. Il n'y a rien ici. Donc, c'est juste une multiplication. Alors, d2 de f sur dx2, c'est la dérivée, d'accord, la dérivée de cette fonction deux fois. Donc, on dérive une fois. df sur dx, c'est égal à quoi? Moins 2ax exponentielle moins ax2. Vous suivez? Maintenant, la dérivée seconde. Donc, je dérive une deuxième fois.
moins 2a, je multiplie la dérivée de ça fois ça, exponentielle moins ax2, plus la dérivée de ça fois ça. Donc, moins 2ax2 exponentielle moins ax2. Est-ce que c'est ça ou je me suis trompée? Faut voir avec moi. Hein. Faut suivre. J'espère que je ne me suis pas trompée. Moins 2a que multiplie moins exponentielle moins. Voilà. Donc, on arrange. Moins 2a que multiplie 1 moins 2a x2 exponentielle moins ax2. Voilà la dérivée seconde que je vais remplacer ici. Donc, moins 2a que multiplie 1 moins 2a x2 exponentielle moins ax2 moins b x2, f c'est quoi? Exponentielle moins ax2. D'accord? Égal. On va tout rassembler. On va rassembler tout ce qu'il y a. Moins 2a que multiplie 1 moins 2a x2 moins b x2, le tout exponentielle moins ax2. D'accord? Donc, ça nous fait x2 que multiplie quoi? Que multiplie moins 2a fois moins 2a. Ça fait 4a au carré. 4a au carré. Moins b. Moins 2a exponentielle moins ax2. Donc, jusque-là, je n'ai rien fait. J'ai juste appliqué l'opérateur à la fonction. Après, bien sûr, il faut arranger le résultat. J'espère que je ne me suis pas trompée dans le... Je vais vérifier. Moins 2a, 4a au carré moins b. C'est bon. Donc, vous avez compris ce que j'ai fait ici. J'ai juste appliqué l'opérateur à la fonction. Juste appliquer l'opérateur à la fonction. Quand j'applique l'opérateur à la fonction, c'est égal à ça. Mais, elle est où la fonction? Elle est là. C'est ça, f de x. Donc, est-ce que f de x, on m'a dit, il faut trouver A ou il faut trouver B, je ne me rappelle plus. Il faut trouver A. Il faut trouver A pour que f soit fonction propre de A. Alors, quand est-ce que la fonction, elle est fonction propre? Qu'est-ce qu'il faut pour que f soit fonction propre? Il faut quoi? Il faut que... C'est facile. Les multiplier par une constante. Voilà, très bien. Il faut qu'il soit multiplié. Ça veut dire que ça doit être une constante. Oui ou non? Ça, tout ça, ça doit être une constante. Hein? Vous êtes d'accord? F de x, fonction propre. Si ça, si c'est pas une fonction propre, ben c'est égal à tout ça. Mais on vous dit, il faut qu'elle soit une fonction propre. Il faut. Pour que celle-là soit une fonction propre, il faut que ça soit une constante. Est-ce que ça, c'est une constante? Non, il y a une variable x. Il y a le x. Il y a la variable. C'est le x. Non, il faut l'annuler. Et il faut annuler quoi? La variable. Non, ce n'est pas la variable qui doit être annulée. C'est son coefficient. Parce que vous voyez. Il faut annuler. Là, c'est un polynôme. C'est un polynôme de degré 2. Vous voyez, c'est quelque chose que multiplie x au carré. Plus une constante. Donc, c'est un polynôme de degré 2. Mais nous, on ne veut pas qu'il soit ça. On veut pas que ça soit un polynôme de degré 2. On veut que ça soit une constante.
Donc, pour que ça devienne une constante, qu'est-ce qu'il faut? Je vous dis par exemple, le polynôme. Le polynôme g de x égale ax2 plus ax3 plus bx2 plus c. D'accord? Pour que ce polynôme soit un binôme de degré 2, il faut trouver la valeur de A pour x soit à 0. égal à 0. Voilà. Il faut que A soit égal à 0. Si A égale à 0, c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Alors, si, pour qu'il soit une constante, il faut quoi? Il faut A égale 0 et B 0. Les deux. Si A égale 0, si celui-là est nul et celui-là est nul, ça veut dire que le polynôme il est égal à C. Ça, c'est des paramètres. Vous avez vu les polynômes paramétrés? Les polynômes paramétrés. Parce que x, c'est la variable. Hein. Ça, c'est des paramètres. Pour que ça soit un polynôme de degré 2, il faut que le terme ax3 il disparaisse. Pour que ce terme disparaisse, ce n'est pas le x qui doit être égal à 0. Non, c'est le paramètre qui doit être nul. Comme ça, quel que soit ce que vous allez prendre comme x, ce sera toujours 0. Sinon, il sera un polynôme de degré 2 uniquement pour x égale 0. Mais même pas pour x égale 0, vous allez avoir une constante. Ça ne marche pas. Donc, ce polynôme-là, pour qu'il soit de degré 2, il faut que ce paramètre A soit nul. Comme ça, toute la partie x3, elle s'annule. Maintenant, sur ce polynôme, il soit une constante, il faut que ce B soit nul et ce A soit nul, les deux. Comme ça, vous allez avoir ici G de x égale à C, uniquement. Alors ici, j'ai ce même cas, j'ai un polynôme de degré 2. Mais moi, je ne veux pas que ce soit un polynôme de degré 2, je veux que ce soit une constante. Alors, pour que tout ça soit une constante, Il faut que 4a au carré moins b égale à 0. Voilà, 4a au carré moins b égale 0. C'est tout. Il faut que 4a au carré moins b soit égal à 0. On me dit de trouver a. Donc, ça veut dire que a, il vaut combien? Après, c'est facile. A égale. D'accord? Après, vous trouvez le a. Je ne sais pas si on me demande a ou b. Je vais regarder. Voilà, on me demande le a. Donc, ça veut dire si c'est a est égal a au carré égale b sur 4, b sur 4. Donc, il faut que a soit égal à plus ou moins racine de b sur 2. Plus ou moins. Les deux, ça marche. Je prends la racine. Racine de b sur 4, c'est racine de b sur 4 est racine de b sur 2. Parce que je ne connais pas b. Ça veut dire que si je veux que ma fonction soit fonction propre de cet opérateur, il faut que je choisisse un petit a ici, le coefficient ici, il faut que ou le paramètre. Le paramètre que je choisis ici, il faut qu'il soit égal à plus ou moins racine de b sur 2. Si je prends plus ou moins racine de b sur 2, la fonction que je vais obtenir ici sera une fonction propre de a. Sinon, ça ne marche pas. Tous les autres cas ne marchent pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Vous voyez, ce n'est pas des choses difficiles. C'est pas compliqué, Annie. C'est des choses logiques. C'est ce qui est bien. Parce que c'est des maths, donc c'est logique. Vous avez bien suivi? Oui, madame. Madame. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses que vous devez connaître, oui. Alors, exercice 5.
Bon, l'exercice 6, particules de masse se déplacent. Ah ben, c'est la boîte de potentiel rectangulaire, c'est pas la peine, après on le fera. Qu'est-ce qui reste? Bon, alors regardez l'exercice 5. Alors l'exercice 5, soit A et B, deux opérateurs linéaires. D'accord? Ah oui, juste, je voulais vous demander, juste une petite question. Comment ça va se passer mardi pour votre enseignement? Quantique, comment elle va faire? Est-ce qu'elle est là, la déléguée? Allô? Parce Oui, que madame. d'habitude, et voilà. D'habitude, le mardi après-midi, comme de midi et demi. Alors, comment vous faites mardi? Qu'est-ce que je là en ligne mardi? Midi et demi, 2h30, vous faites quoi? Vous faites organique? Attends, madame, je fais l'emploi. L'emploi du temps veille, machine organique ou quantique en présentiel? En distanciel, ce n'est plus Un pareil. organique, madame. 12 ونص. D'accord. Maintenant, je vais organique ou à 2h30, tu quantique. Oui, madame. D'accord. Donc, qui va je dire? On dit 1h cours, 1h TD. C'est ce qu'elle va faire. Elle vous a pas dit. M'a pas contacté, madame El-Hani. Ah, elle t'a pas contacté. D'accord. OK. Donc, si elle te contacte pas, dans tous les cas, nous, on fait mardi à 2h30. C'est-à-dire demain. Oui, madame, Inch'Allah. Voilà. Si elle fait le cours, elle dit comme 2 heures de cours. Si elle veut faire 2 heures de cours, c'est bon. Si elle fait 1 heure de cours, moi, je vais faire 1 heure de TD. Vous avez D'accord. compris? À 3h. Et à 3h, j'ai une surveillance. Oh, non. Attends, en tous les cas, après, je vais vous écrire. Mais je vois, j'ai une surveillance, je ne sais pas à quelle heure. Malish. En tous les cas, demain, Inch'Allah, on va essayer de faire encore TD. Hein. D'accord? Parce que il faut qu'on avance. D'accord. Alors, regardez dans l'exercice 5, on vous dit A et B, deux opérateurs linéaires. A et B, deux opérateurs linéaires. Montrez que les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles. Ah, ça c'est très important. On vous dit les valeurs propres. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez de bien suivre ici, parce que vraiment, là, on voit pourquoi. Le pourquoi des choses, le pourquoi des choses. On a dit, alors, la question, elle est quoi? Valeurs propres. Valeurs propres d'un opérateur hermitique ou hermitien sont linéaires. C'est ça la question. Pardon, sont réels. Je raconte, sont réels. C'est ça la question. On vous dit de montrer que l'opérateur, que les valeurs propres d'un opérateur hermitique sont réelles. Et je vous ai dit la dernière fois que tous les opérateurs qu'on utilise en mécanique quantique, ils doivent être absolument linéaires et hermitiques. S'ils ne sont pas hermitiques, on ne peut pas les utiliser. Ils ne peuvent pas représenter une grandeur physique. Si un opérateur n'est pas hermitique, il ne peut pas représenter une grandeur physique en mécanique quantique. Donc, il faut absolument qu'il soit hermitique. Mais ça, c'est le côté mathématique. Voilà. Après, on va voir comment, pourquoi. On va montrer que s'il est hermitique, toutes ses valeurs propres sont réelles. Toutes. D'accord? Si vous voulez, la condition mathématique, c'est qu'il faut qu'il soit hermitique. Comme ça, toutes ces valeurs propres sont linéaires, elles sont réelles. Voilà. Vous avez compris la question?
Donc, soit A, un opérateur hermétique. Soit A, un opérateur ça veut dire quoi un opérateur hermétique? Ça veut dire que l'intégrale sur le domaine de F étoile A appliqué à G des taux est égale à l'intégrale sur le domaine de G A appliqué à F, le tout conjugué des taux. Quel que soit F et quel que soit G. Quel que soit F, quel que soit G. D'accord? Donc ça marche quel que soit F, ça marche quel que soit G. En particulier pour F égale G. Ça marche aussi. J'ai le droit d'écrire pour F égale G. J'ai le droit d'écrire l'intégrale de F conjugué à F est égale à l'intégrale de F à F conjugué. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Madame, comment ça est que dans la loi, on a deux fonctions différentes? Et on a deux fonctions différentes, mais il est hermétique. Ça veut dire deux fonctions différentes. Dans le sens où on a deux fonctions. Mais on peut le faire aussi avec une seule. Quand on démontre, enfin, on ne va pas le faire avec une seule fonction. Mais cette propriété, elle est valable quel que soit F et quel que soit G. Et elle reste valable. Elle reste valable lorsque F égale à G. Ah, d'accord. Elle reste valable lorsque F égale à G. D'accord? Donc, en particulier pour F égale à G, on obtient, on peut l'appliquer, F étoile à G égale F à F tout étoile. Maintenant, soit, si on a, par exemple, on travaille, on demande de démontrer que des valeurs propres. Donc, on dit soit AF égale petit a fois F. C'est-à-dire que F, fonction propre de A, de F, hein, avec les valeurs propres A. Parce que c'est ce qu'on nous demande. Il faut travailler avec les valeurs propres. Donc, on prend des fonctions propres. Donc, l'intégrale de F étoile AF, A appliqué à F des taux est égal à quoi? Hadi la partie. Hadi, elle est égale, c'est sûr, parce qu'on nous a dit il est hermétique. Je n'ai pas mis de point d'interrogation. C'est pas ce que je suis en train de démontrer. Ça égale ça, c'est sûr. Ça est égal à ça. Quel que soit F, quel que soit G, en particulier pour F, égale G. Et ça marche aussi lorsqu'on a F est une fonction propre. Ça marche pour quand ça n'est pas une fonction propre. Et quand c'est une fonction propre, ça marche aussi. Donc, F étoile à F, on reprend, égale F à F, étoile des taux, parce que F est une fonction propre. À quoi est égal F étoile à F? L'intégrale de F étoile A appliqué à F. C'est petit a fois F. Parce qu'on m'a dit montrer que les fonctions, que les valeurs propres, puisque c'est une valeur propre, ça veut dire que F est une fonction propre. L'intégrale de F, à quoi est égal AF conjugué? C'est petit a fois F, le tout conjugué. Vous suivez? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Donc ici, vous voyez, le petit a, c'est une valeur propre. Je peux le faire sortir de l'intégrale. C'est égal à A qui multiplie l'intégrale de F conjugué F des taux. Ça, c'est égal à quoi?
c'est égal à l'intégrale sur le domaine de f. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Le conjugué des produits égale au produit des conjugués. Donc, A conjugué fois F conjugué. Comme ce A conjugué aussi, c'est une constante, parce que A est une valeur propre. Allez, c'est une valeur propre. Donc, son conjugué aussi, c'est une constante. Donc, je peux faire sortir le conjugué et j'obtiens des deux côtés A. Donc, vous voyez que cette intégrale-là, c'est la même. Vous voyez que c'est la même. Oui. Donc, je peux diviser par ça. Je divise par ça. Elle dit la partie qui amène, elle dit c'est la même. Non seulement c'est la même, elle dit c'est la même, mais en plus, elle est différente de 0. C'est sûr. C'est sûr qu'elle est différente. Parce que sinon, je ne peux pas diviser si c'est égal à 0. Vous avez compris? Elle dit c'est la même. Ces deux-là, c'est les mêmes. Et elles sont différentes de 0. C'est sûr parce que, pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu ça en cours. Parce que ça, c'est la condition de normalisation de la fonction. Vous l'avez fait, la condition de normalisation? Les fonctions d'onde, parce que en fait, on travaille avec des fonctions d'onde. Les fonctions d'onde dans les systèmes quantiques, elles sont ce qu'on appelle normées, quelles que soient les fonctions que vous prenez. La fonction d'onde dans un système, quand on résout un système quantique avec l'équation de Schrödinger, les fonctions qu'on obtient, les fonctions psi 1, psi 2, psi 3, ou bien phi 1, phi 2, quand vous voulez, vous les appelez quand vous voulez. Quelle que soit la fonction que vous obtenez, elle est toujours normée. Oui, on l'avait fait. Vous l'avez fait ça? Oui, on Vous l'avez avait déjà fait. vu? Oui, Hein? oui. Oui, parce que F est normé. F est normé, ça veut dire quoi? L'intégrale de F étoile F, parce que ça c'est un produit, hein, F étoile ou la F étoile F, kiff. L'intégrale de F étoile F égale 1, égale 1. L'intégrale de F étoile F égale des taux égale 1. Si je vous dis psi est normé, ça veut dire l'intégrale de psi étoile fois psi des taux égale 1. Si je vous dis G est normé, ça veut dire l'intégrale de G étoile fois G des taux égale 1. Toujours 1. Donc, vous voyez, donc je peux diviser par ça. Je divise le tout par le terme. Si je divise, ça veut dire que je l'enlève. Parce que s'il est nul, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas diviser. Donc, qu'est-ce que je trouve? A égale A conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire A égale A conjugué? Ça veut dire que A est un... Hermétique. Non, mademoiselle, réfléchissez. A est réel. Et A est réel. A égale A étoile, A réel. Parce qu'un réel est caractérisé par le fait que son conjugué, c'est lui-même. Son conjugué, c'est lui-même. Quand A égale A étoile, ça veut dire A est un réel. Le conjugué de 2, c'est 2. Le conjugué de 5500, c'est 5500 parce que c'est des réels. Ce n'est pas des nombres complexes. Donc, ici, on a montré que quelle que soit la fonction qu'on prend, si elle est fonction propre, donc avec une valeur propre, et bien cette valeur propre, elle est réelle. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit là, tout à l'heure? Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que quand je vous ai dit que quand vous appliquez A à F, vous vous rappelez? Quand j'ai dit on applique A à F, il y a deux cas. Égale petit a fois F égale
est différent de petit a fois f. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si a appliqué à f égale petit a fois f, ça veut dire que f fonction propre de a. Or, bien sûr, a est un opérateur hermétique, parce qu'on travaille toujours avec les opérateurs hermétiques. Donc, si a est un opérateur hermétique, ça veut dire que ses valeurs propres sont réelles. D'accord? Ça, on vient de le démontrer. Si A est hermétique, toutes ses valeurs propres sont réelles. Mais qu'est-ce qu'elles représentent, ces valeurs propres? Qu'est-ce qu'elles représentent? On La l'a vu valeur tout à l'heure. Elle représente la valeur exacte de... de la grandeur physique A. D'accord? Elle représente petit a, il représente la valeur exacte voilà. Petit a représente la valeur exacte de la grandeur physique A. C'est la mesure, plus exactement. Petit a représente la mesure exacte de l'opérateur A. Donc, supposons, si l'opérateur n'est pas hermétique, et que la fonction d'onde est une fonction propre, d'accord? La fonction d'onde est une fonction propre. Et l'opérateur n'est pas hermétique. Ça veut dire que les valeurs propres, toutes les valeurs propres ne sont pas réelles. Et ça ne nous arrange pas. Parce qu'on sait que les valeurs propres, ça donne la mesure de la grandeur physique. Et la mesure d'une grandeur physique, elle est toujours réelle. Quand je vous dis mesurer une charge, mesurer un moment dipolaire, mesurer une énergie cinétique ou bien mesurer une position, vous n'allez pas me dire est égal à 1 plus i ou bien 3 moins i, etc. Ce n'est pas un nombre complexe. C'est toujours un nombre réel. C'est en termes d'énergie, moins de 2,5 joules, etc. C'est des nombres réels. D'accord? Donc, comme la valeur propre d'un opérateur représente la mesure exacte de la grandeur physique, il faut que l'opérateur soit hermétique. Comme ça, toutes les valeurs propres, elles sont réelles. Pour que le petit a il puisse représenter la mesure. Sinon, si ce n'est pas réel, il ne peut pas être représenté une mesure. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui. C'est logique. Donc, d'un côté, vous avez les mathématiques qui vous disent que c'est une valeur propre. Donc, une valeur propre d'un opérateur hermétique sont réelles. Ça, c'est le côté mathématique. Mais du point de vue quantique, chimie quantique, on sait que la valeur propre d'un opérateur représente la mesure exacte de la grandeur physique. Et il faut que l'opérateur soit hermétique pour que les valeurs propres soient réelles